de réponse, il y aura une voiture balai et enfin la parole est à Bruno Tertrais. Je n'ai plus de voiture, Monsieur le Président, donc j'ai entamé ma propre transition énergétique. Sur la Russie sans Poutine, moi je me méfie un petit peu du discours qui consiste à dire ça serait forcément pire. Nous n'en savons rien. Il y a plusieurs modèles de Russie sans Poutine. Il y a la Russie avec un autre Poutine, il y a la Russie avec quelque chose de différent, il y a la Russie avec une nouvelle forme une mutation de ce syndicat mafieux qui la dirige aujourd'hui. Il y a la Russie sans rien, c'est-à-dire la Russie non gouvernée dans les faits. Il y a plusieurs modèles de Russie sans Poutine. Mais méfions-nous toujours du discours très populaire, d'ailleurs chez les autocrates, qui consiste à dire « vous ne m'aimez pas, mais sans moi, ça serait encore pire ». Il reste le vrai scénario auquel beaucoup de gens dans les think tanks pensent aujourd'hui, sans le souhaiter d'ailleurs nécessairement, c'est celui de l'éclatement de la Russie, enfin, du délitement de l'autorité du pouvoir central. Et là, on aurait de nouveau la même discussion politique qu'en 1991, c'est-à-dire est-ce que le fait que la Russie est un État nucléaire doit nous faire voir le problème d'une manière particulière. Je n'en parle pas plus avant, c'est vraiment un sujet en soi. Sur la catégorisation de la Russie comme État terroriste, je partage les préventions de mes collègues. C'est essentiellement une catégorie américaine, donc je ne sais pas ce que ça apporte. Et puis il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du comportement de la Russie qui agirait comme un terroriste, ou de la Russie qui soutiendrait des terroristes, des acteurs non étatiques qui vont faire des actions violentes en Europe et ailleurs? De quoi parle-t-on? La notion d'État terroriste est extrêmement ambiguë. Donc j'ai des préventions de principe, je ne demande qu'à être convaincu, mais pour l'instant je ne le suis pas. Sur la Turquie, de même que Poutine n'est pas éternel, Erdogan ne l'est pas. Or, les dirigeants, ça compte. Et je pense que ça compte peut-être davantage en Turquie, ou encore davantage en Turquie qu'en Russie. C'est-à-dire qu'une Turquie sans Erdogan, ça serait très probablement quelque chose de différent. On ne reviendrait pas à cette Turquie dont on rêve parfois en France de manière un peu romantique, ce pays laïque qui nous aime, François Ier, pas de voile à l'université, etc. Bon, je ne suis pas sûr qu'on en revienne à cette Turquie-là. Mais en tout cas, Erdogan ou pas, ça change. Je crois que pour nous, la difficulté consiste à assumer notre relation de défense avec la Grèce et le fait que la Turquie est un allié de l'OTAN. Nous avons des engagements de défense envers la Turquie, nous ne pouvons pas les dire, sans aller dans un jeu à somme nulle, tant que, bien sûr, Ankara ne commet pas l'irréparable, c'est-à-dire n'agresse pas le territoire souverain d'un allié tel que la Grèce. Ce que je trouve préoccupant aujourd'hui, c'est que on aurait pu penser que dans sa grande magnanimité, le président Erdogan, réélu, demande la ratification rapide par la Grande Assemblée nationale de l'adhésion de la Suède. Je crois que M. Erdogan aime trop jouer comme le chat jouait avec la souris. Pardon pour cette comparaison un peu légère, mais il adore ça, c'est son truc, et je ne suis pas du tout certain que la question soit réglée à échéance prévisible. Monsieur Pikmal, je crois que la question du changement climatique, d'abord vous avez bien fait de nous faire traiter de cette question, parce que c'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a pas traité, dont on aurait dû dire un mot quand même. Mais je crois que la question du changement climatique est suffisamment préoccupante pour ne pas en rajouter dans les risques. Je m'explique, et je ne parle pas de vous, mais je parle de certaines littératures et d'un certain discours politique. Puisqu'on parle de nos ouvrages respectifs, j'en ai fait un petit en 2016 qui s'appelle « Guerre du climat, contre-enquête sur un mythe moderne », où j'ai, littérature scientifique à l'appui, essayé de démonter cette facilité causale qui consiste à dire le changement climatique va mécaniquement augmenter ou la fréquence ou l'intensité des conflits. Je pense que là, du point de vue logique, argumentatif et scientifique, il y a extrêmement peu d'arguments pour soutenir cette thèse. De même d'ailleurs que, autrement dit, la chaîne de causalité est tellement longue que dire que le changement climatique conduit mécaniquement à un accroissement soit de l'intensité, soit du nombre des conflits, me paraît extrêmement fragile. De même d'ailleurs, sur une question très voisine, la question des migrants climatiques, sur laquelle on pourrait faire peut-être une édition entière, me paraît extrêmement fragile. Je vous invite à lire ce que dit le GIEC sur le sujet. Parce que tout le monde aime citer à raison le GIEC, mais alors, regardez ce que dit le GIEC, qui en gros démonte la catégorie migration climatique et vous dit
d'accord, déplacés environnementaux, mais l'idée de dire qu'il y aura des masses de gens qui vont sortir de leur pays principalement à cause des conséquences du changement climatique, c'est une notion extrêmement fragile. Donc, pardon d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion ici, et je crois qu'encore une fois, ça mériterait des auditions entières. Mais l'idée de dire le changement climatique est mécaniquement un problème qui va rendre encore plus complexe et difficile la gestion de la sécurité internationale ne me paraît pas totalement aller de soi. En revanche, j'apprends votre initiative sur une organisation commune de la sécurité civile en Méditerranée. Et très franchement, je vous dis très honnêtement, ça me paraît une excellente idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie commonalité des défis. Et il y a quelque chose qu'on appelle parfois la diplomatie du tremblement de terre qui marche de temps en temps, qui ne marche pas toujours. On l'a vu récemment à cause du fait de la tragédie marocaine. Mais je pense que vous mettez le doigt sur une initiative qui, très sincèrement, me paraît sur le papier extrêmement intéressante. Monsieur Thiriot, cher Jean-Louis, alors il n'y a jamais eu de pacte du Quincy. Le pacte du Quincy, ça n'existe pas. C'est une légende, c'est l'équivalent d'une légende urbaine dans la stratégie et les relations internationales. La rencontre... Du désert. Pardon ? Du désert. Oui, mais il n'y a pas, au moment où le roi et le président se rencontrent sur le bâtiment, on est en 1945, c'est une étape parmi d'autres dans la constitution d'une solide relation entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Mais il n'y a jamais eu par ailleurs de formalisation, vous le savez, de cette garantie de sécurité qui n'existe pas, qui est dans les têtes, mais pas dans les textes. Et puisqu'on s'est permis d'évoquer le mariage catholique, je crois, je pense plutôt à Mouta, c'est-à-dire le mariage temporaire qui est pratiqué encore dans le monde chiite. Je pense que c'est une analogie peut-être plus appropriée. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que on manque toujours un peu de recul sur ces affaires. Enfin, on manque de recul. On oublie parfois un peu l'histoire, mais depuis 20 ans, les Saoudiens ont montré leur volonté d'être très indépendants sur la fixation du prix du baril. Les Américains n'ont jamais fixé le prix du baril saoudien. Donc, je crois que la question aujourd'hui, c'est de savoir si les débats en cours sur l'obtention d'une réelle, formelle garantie de sécurité américaine à l'Arabie saoudite peut être déconnectée de la question du prix du baril. Voilà. J'ai le sentiment que ces discussions sont déconnectées aujourd'hui. J'en suis pas totalement certain, mais est-ce qu'elles peuvent l'être totalement ? C'est un vrai sujet. Et il y a un endroit où elles ne le seront pas, c'est au Congrès des États-Unis, si la question vient à un moment devant le Congrès. Par ailleurs, je partage, vous l'avez dit, je crois que nous sommes d'accord sur le futur militaire de la Russie. Je ne vois pas de scénario... Enfin, le scénario le plus probable, c'est quand même une Russie qui, dans 10 ans, se sera réarmée et aura pensé ses plaies militaires. Je ne dis pas que c'est le seul, mais ça me paraît être le plus probable. Madame Liegemann, je crois que la culture stratégique européenne a déjà commencé à changer. L'abandon dans les faits, pas encore complètement dans les têtes, mais dans les faits, de l'idée de la paix par le commerce et par le rapprochement, une idée chère aux Allemands, mais pas seulement, l'acceptation du rapport de force, c'est quand même des choses qui sont maintenant, à mon sens, assez profondément inscrites dans le logiciel politique de la plupart des dirigeants européens, y compris à Bruxelles. Je crois que la vraie question, c'est de savoir si, pour revenir sur cette fameuse autonomie stratégique, peut-être n'avons-nous pas réussi encore, nous Français, à persuader tout le monde dans toutes les capitales que c'est peut-être avant tout, non pas une question de défense, mais une question de technologie, de santé, une question qui concerne bien d'autres des domaines. Nous avons laissé, nous Français, alors que le président de la République et vous-même, mesdames, messieurs les parlementaires, et les think tanks, mesdames, messieurs les think tanks, on a tous œuvré pour montrer que l'autonomie stratégique, c'était un principe qui n'était pas seulement lié à la défense. Mais je crois que parce que c'est né avec la défense, on a laissé ancrer en Europe cette idée que l'autonomie stratégique, c'est la France qui veut séparer l'Europe des États-Unis dans le domaine de la défense. Alors que ce n'est pas simplement par rapport aux États-Unis et que ce n'est pas simplement dans le domaine de la défense. Et là, je crois qu'on n'a pas encore réussi à changer les visions, en tout cas pas partout, de notre discours sur le sujet. Et malheureusement, je crois qu'il faudra une crise. Il faudra une crise. Ça sera peut-être Trump, ça sera peut-être quelque chose d'autre, mais le seul avantage de la crise, c'est que nous serons intellectuellement et politiquement, nous Français, davantage prêts
le jour venu, à être leader dans ce débat en Europe que ne le sont la plupart de nos alliés. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir prendre les questions sur l'Afrique parce que j'avoue que je suis moins compétent sur l'Afrique que certains de mes collègues et donc je n'ai pas forcément de plus-value, Madame Pic, sur l'Afrique subsaharienne. Je préfère ne pas parler de tout pour essayer d'être plus convaincant sur ce dont je parle. Également, désolé, Monsieur Carbon. Je terminerai par 2 points très rapides sur les sanctions. Je crois là encore, on pourrait avoir un débat entier sur les sanctions, avec vos collègues des affaires étrangères également. Je crois que les sanctions, c'est un sujet qui mérite ni excès d'honneur ni indignité. C'est trop facilement, c'est vrai, le réflexe, et pas seulement en France, un peu, surtout aux États-Unis, il y a un problème, on sanctionne. Je crois qu'il faut voir l'efficacité des sanctions dans le long terme, et que ce n'est pas parce que les sanctions ne sont pas toujours efficaces qu'il ne faut pas les imposer, sinon on ne tondrait jamais les pelouses, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la pelouse va repousser qu'il ne faut pas la tondre. La métaphore est peut-être discutable, mais c'est comme ça qu'on évoque le sujet dans certains pays. Et puis surtout, il ne faut pas négliger les symboles en diplomatie, il ne faut pas négliger la dissuasion aussi, parce que quand on sanctionne un pays, c'est aussi, en tout cas parfois, en essayant de dissuader d'autres de s'engager sur le même chemin. Donc, ni remède miracle, ni inefficacité totale. C'est des sujets complexes qui méritent, là encore, un vrai débat. Et puis enfin, tout dernier point, là encore, je rejoins mes collègues. C'est pas une complainte, c'est plutôt un signal d'alarme sur les moyens qui sont mis dans les think tanks, à l'heure où nous cherchons, nous, Français, nous affirmons avoir une nouvelle fonction stratégique qui s'appelle l'influence. Alors, l'influence, c'est bien sûr l'exécutif, c'est bien sûr vous aussi, mesdames et messieurs les parlementaires, à travers la diplomatie parlementaire, vos travaux, vos visites, mais c'est aussi les think tanks. Et quand on voit la diminution de nos moyens et des subventions et des marchés, c'est quand même un petit peu inquiétant, quand on voit surtout, d'ailleurs, ce que font la plupart de nos concurrents, amis et alliés